C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 144 du 25 mai 2026. Au sommaire de ce dernier épisode de la saison, le point avec Higino Montero sur la 20e édition de Fierté Montréal placée sur le signe de la réconciliation. Le politologue Francis Dupuis-Déry analyse la montée inquiétante du masculinisme et de la haine de genre dans nos écoles. Annie Poulain-Sans-Façon et Samuel Champagne pour parler de l'identité de genre expliquée aux enfants. Et puis on termine avec Pascal Chaumont et Guy Tremblay pour nous présenter le documentaire Vieux fou. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité. On ne pouvait pas terminer la saison sans parler de Fierté Montréal qui s'apprête à célébrer sa 20e édition en août. Fierté Montréal dont les dernières années, on peut le dire, ont été difficiles et plein de défis cette année. Et pour discuter de tout ça, on reçoit le directeur général, on dit par intérim ou intérimaire, Higino Montero. D'abord, merci d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Merci à toi, Denis Martin. Ça me fait plaisir d'être ici. Je commence avec une question qui est toute simple, mais je trouve qu'elle est appropriée dans les circonstances. Comment ça va? Comment vont les gens à Fierté Montréal? Mais les gens vont très bien. Je te dirais que l'équipe a quand même pas mal changé. Équipe, conseil d'administration, pas mal changé. Une organisation qui a été reformée un peu. C'est sûr qu'à la suite, on en parlera certainement, à la suite de plusieurs crises quand même, il y a eu des changements, mais l'équipe va bien. Aujourd'hui, je te dirais qu'on est une belle équipe avec des cœurs à la bonne place. Puis on a bien hâte à cette année. Et toi, personnellement? Moi, ça va. J'ai découvert les journées de 25 heures. Les journées à rallonge qui sont plus longues que mes habitudes, mais j'aime ça. Et puis, t'es encore tout jeune, ça que tu vas passer au travers. Exact, j'espère. Alors, si j'ai posé cette question-là, c'est important parce qu'il y a eu une crise, on peut le dire, l'an dernier, notamment avec le départ d'une dizaine d'organismes dénonçant des pratiques discriminatoires. Ça a été difficile. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur ces événements-là? Mais c'est sûr que... Moi, le regard que j'ai, c'est que ça a été quand même un moment qui a été difficile pour beaucoup de personnes. Nous, en tant que Fierté, on porte quand même un nom qui est plein de responsabilités. On a la responsabilité quand même d'honorer un mouvement qui s'inscrit dans une longue histoire. Et avec cette responsabilité vient aussi beaucoup de mouvements. Tu sais, quand on parle de diversité, on parle aussi de diversité d'opinions. On parle de beaucoup de choses différentes. Puis ces opinions se sont exprimées. Puis moi, je pense qu'en tant qu'organisation, on a la responsabilité d'écouter, puis de se réfléchir, puis de réfléchir sur notre rôle, sur comment justement on est dans un processus en mouvement. On parle de mouvement, mais un mouvement, ça bouge. Comment on réfléchit sur nous-mêmes, comment on est dans un processus d'amélioration. Puis parfois, ça passe par des crises. Moi, je te dirais qu'il y a eu des crises avec plusieurs S. Ouais. Puis ça prend ça aussi à un moment donné. Dans une démarche humble et modeste, on a l'obligation d'écouter. On a l'obligation d'écouter. Nous, on est quand même des communautés queer qui s'inscrivent quand même dans des mouvements de résistance, des mouvements très vocaux aussi, puis c'est important. Quand les communautés s'expriment, on peut le prendre, soit on le prend comme un affront, soit on le prend justement de manière modeste comme une alerte qui est tirée sur une perspective d'amélioration. Puis moi, je le vis comme ça. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il y a des vraies blessures derrière tout le côté brassage médiatique, etc. Quand même des vraies blessures qui ont été exprimées, des blessures qui ont besoin d'être reconnues, puis je les reconnais. Puis on s'excuse aussi en tant qu'organisation pour des blessures qui ont pu être ressenties par beaucoup de membres de nos communautés. Puis nous, en tant qu'organisation, on a la responsabilité de s'améliorer, d'écouter, puis de travailler avec les personnes dans ce sens. Un des points, c'était, je dois le nommer, un des points qui a été souligné, c'est la crise à Gaza, c'est le génocide à Gaza. Et ça a été compliqué comme situation. Bon, maintenant qu'il semble y avoir une certaine paix, les choses semblent est-ce que ça améliore la situation pour vous autres? Je te dirais que, par exemple, par rapport au génocide à Gaza, l'organisation telle qu'elle est formée aussi aujourd'hui, puis on a reconnu le génocide à Gaza l'an passé, on l'a réaffirmé cette année. C'était important parce que nos communautés en ont beaucoup parlé. Pourquoi? Quand je te parlais de responsabilité qu'on a en tant que Fierté, on a une responsabilité qui s'inscrit dans un mouvement
de lutte contre les oppressions. Puis nous, on pense quand même que s'il y a de l'oppression, personne n'est totalement libre. Et c'est aussi notre responsabilité en tant que mouvement de nommer, de reconnaître les réalités, les oppressions qui se passent ici ou ailleurs. Puis là, je le réaffirme, c'est important pour nous de reconnaître le génocide à Gaza aujourd'hui. Puis oui, c'est sûr que ça aide dans l'échange. Parce qu'à un moment donné, on sent quand même dans nos communautés qu'on est un peu plus alignés sur l'importance justement de reconnaître les oppressions. Alors, comment réparer? Parce que, bon, il n'y avait pas seulement que la situation à Gaza, il y avait aussi des critiques sur des politiques qu'on a jugées discriminatoires, j'en ai parlé tout à l'heure. Comment on répare ça? Est-ce que ça se répare? Mais je pense que oui. La première chose, c'est l'écoute. Je pense que, tu sais, quelque chose qui est beaucoup ressorti, c'est l'importance de l'écoute et du dialogue. Et je pense que la première étape, c'est vraiment l'écoute. Puis après, je te dirais très rapidement la reconnaissance des expériences. On ne veut pas forcément, tu sais, je te dis, on est une équipe reformée, on n'est pas forcément dans l'analyse des faits. On les a vus, on les reconnaît, mais c'est important de reconnaître les expériences. Il y a des personnes qui ont eu des expériences douloureuses, puis nous, en tant qu'organisation, on reconnaît ces expériences, puis on tend la main. Donc, au-delà de l'écoute, de la reconnaissance, il y a aussi un besoin d'action concrète. Ça ne peut pas être juste symbolique, puis ça ne peut pas être juste des mots. Il y a aussi besoin d'action concrète. Bah, tu vois, typiquement, c'est de remettre le communautaire, les artistes, etc., les gens avec qui on travaille au centre de la prise de décision. Pour nous, par exemple, c'est passer par la mise en place de comités aviseurs. Donc, on a un comité aviseur communautaire, un comité aviseur programmation, et qui sont composés justement de représentantes d'organismes qui ont justement la possibilité de s'exprimer sur des éléments centraux comme la programmation ou l'appel à projet communautaire, les placements dans le défilé, les placements journée communautaire. Donc on est vraiment dans une logique par et pour. On a aussi des formations gratuites qu'on a offertes par exemple aux artistes, aux collectifs artistiques, mais également aux membres des organismes communautaires. On sait que c'est tout le monde en ce moment vit une situation financière compliquée. C'est important pour nous en tant que plateforme de proposer des solutions aussi. Et autre action, par exemple, j'adore cette action, c'est l'appel à projet artistique. C'était comment on ouvre justement notre programmation à des nouveaux talents. Puis on a fait un appel à projet artistique qui était ouvert à tous. Par exemple, ça peut paraître des petites actions, mais c'est des actions qui sont quand même très ouvertes, des actions qui ouvrent la plateforme à plus de personnes et qui permettent d'inclure vraiment des membres de nos communautés au centre de la décision. Je n'avais pas prévu de poser la question, mais je la pose. C'est GAVA, qui est l'organisme qui représente les personnes queer juives, demande d'être dans le défilé. Ça va? Est-ce qu'ils seront là? Là, je te dirais que c'est plus large que ça, c'est plus complexe. Okay. L'an passé, par exemple, quelque chose qui est beaucoup ressorti a été la maladresse, je te dirais, de fierté justement dans l'exclusion de certains groupes, qui a pu être perçu comme un comportement antisémite. C'était quand même une accusation qui était grave, parce que nous, en tant qu'organisme de fierté, on a la responsabilité d'être inclusif à 300%. Oui. Donc, c'est sûr que cette année, nous, on n'est pas dans la réaction, on va être vraiment proactif et proactive. On a engagé une démarche de dialogue avec les institutions religieuses, donc à tous les niveaux et avec beaucoup de groupes religieux. On a engagé une démarche de concertation qui vise justement à créer des espaces sécuritaires pour les personnes qui sont à l'intersection de la foi et de la queerness. C'est une intersection qui est réelle, qu'on reconnaît et qu'on veut inclure de la meilleure des façons. On est en dialogue avec les institutions religieuses. Ce dialogue va être ouvert justement à des organismes communautaires représentant des populations religieuses. Puis GAVA en fera certainement partie, mais le dialogue est en cours. Bon, ça ne sera pas facile à gérer, ça n'a jamais été cette situation-là. J'aimerais quand même amener la crise de l'an dernier, amener à la fondation ou la création d'une autre fierté qui s'appelle Fierté Indomptable, qui vient d'annoncer une deuxième édition, une édition augmentée. Où en est le dialogue avec les organismes comme celui-là qui prennent une approche plus militante ou alternative? Mais je pense déjà, peut-être qu'on nous a souvent vus comme la fierté Montréal, mais je pense qu'à Montréal, il y a plusieurs fiertés, avec un S aussi à fierté, puis c'est important de le nommer comme dans beaucoup de villes dans le monde. Et même, je te dirais, dans l'histoire, les communautés n'ont jamais été un bloc monolithique, on a toujours été comme une diversité de points de vue qui s'expriment, puis à tous les niveaux, tu vas avoir plusieurs fiertés. Puis je voulais quand même le nommer, on nous met souvent en concurrence. Puis moi, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre les uns les unes des autres dans le dialogue. Puis tu vas peut-être être content d'apprendre, mais en effet, il y a un dialogue qui est très ouvert. Un dialogue qui est ouvert avec la Wild Pride, un dialogue qui est ouvert avec aussi d'autres groupes, des groupes qui nous avaient quittés, etc. Ce dialogue, quand je parlais d'écoute et de reconnaissance, il a été amorcé déjà il y a quelques mois. Ce dialogue, il va bien. Je te dirais qu'on a découvert les humains derrière les organisations. Puis ça, c'était assez intéressant.
Parce que finalement, dans les médias, on a beaucoup posé nos organisations, mais quand on découvre les humains, on se rend compte qu'on a tous le même intérêt qui est la volonté profonde de porter les communautés d'OSS LGBTQIA+. C'est sûr qu'on est d'accord d'être en désaccord sur certaines choses, mais par contre, comme je disais, il y a une diversité de points de vue, mais dans tous les cas, le but est le même. Comment on porte les communautés d'OSS LGBTQIA+, ailleurs, puis ça, on a un but qui est très commun. De toute façon, dans d'autres villes, hein, je pense en Allemagne, il y a des villes qui ont 7, 8 différentes fiertés pendant l'année. Exact. Puis à Montréal, il y a Fierté Trans qui vient de se terminer. Alors, il y a plusieurs fiertés. Exact. Puis il y en a toujours eu. Hein. Tu sais, je pense à la Perversité, je pense à la Rat Pride, etc. Il y a une diversité d'opinions qui s'exprime aussi à travers une diversité d'organisations. Puis je pense que notre devoir, c'est de se respecter, puis justement de s'écouter, puis de voir comment on peut enrichir aussi ce qu'on offre aux communautés. En soi, c'est plusieurs plateformes qui permettent à plusieurs communautés de s'exprimer, puis je pense que c'est essentiel qu'on soit tous présentes cette année ou encore. Et d'apprendre à cohabiter, quoi. Exact. D'apprendre à coexister ensemble. À coexister, oui. Comme je te disais, d'être en désaccord parfois, mais d'avancer ensemble. On va parler de la 20e édition 2026. C'est quoi les principaux défis logistiques cette année, notamment, on retourne dans le village? Oui, exact. C'est vrai que c'est notre 20e anniversaire, donc année pleine de défis et en plus une année anniversaire. Cette année, c'était important justement dans ce moment de rapprochement des communautés d'être présent à nouveau dans le village avec 10 jours de programmation. On est toujours au Parc olympique, mais pour 3 jours cette année, le vendredi, samedi, dimanche. Mais on voulait vraiment recentrer le tout sur le village. Les défis que ça implique, c'est pas notre première édition. Je te dirais que c'est sûr que ça implique des défis plus logistiques et de sécurité. Il y a toujours quelque chose quand même d'important, surtout dans le contexte actuel avec une montée de la haine. On a des enjeux de sécurité. Donc nous, on travaille fort avec la ville, mais aussi avec des sociétés pour assurer la sécurité de nos communautés. On retrouvera le Mixbus cette année. Cette année, on n'a pas tant de défis logistiques, je te dirais. C'était plutôt une question justement de finances. Comment on arrime ça au niveau des finances? Parce que les coûts de production et de programmation augmentent. Et le financement ne suit pas? Le financement ne suit pas toujours. Soit il stagne, soit il diminue en fonction des organisations. Par contre, les coûts augmentent. Donc c'est plus ça. Le plus gros défi cette année, ça a été de comment faire grand avec moins. C'était quelque chose d'assez intense, je te dirais. Je pense que je vais tout de suite aller au-delà des festivités de cet été. C'est quoi la vision à long terme pour que Fierté Montréal demeure un mouvement responsable et sécuritaire? Mais je te dirais qu'on n'est pas tant sur... quand je te parlais d'actions concrètes, on ne le pense pas dans le court terme. Tout ce qu'on fait, on le pense dans le long terme. Tous les comités aviseurs, etc. vont perdurer. C'est pas juste cette année parce qu'on essaye de se rattraper, etc. C'est quelque chose qu'on veut inscrire dans quelque chose de long terme. À long terme, après, on a encore des améliorations, notamment le cadre d'analyse des partenaires, cadre d'analyse pour la participation au défilé journée communautaire. Tous ces cadres d'analyse, ça prend plus de temps. Des mécanismes, etc. à mettre en place en concertation avec le CA, mais aussi le milieu communautaire. C'est ça qu'on veut mettre en place à long terme, grâce notamment au comité qu'on a mis en place. On est rapidement, l'édition, donc la programmation va être annoncée en juin. Est-ce que j'ai droit à une primeur ou deux? Mais je te dirais qu'on a le 20e anniversaire. Cette année, le samedi au Parc olympique, ce sera le grand show du 20e. Okay. Le grand show du 20e, c'est le show anniversaire qui célébrera vraiment la multitude des talents queer de Montréal. Puis on a vraiment envie de mettre l'accent sur le show du 20e au Parc olympique, qui a été notamment mis en scène par Mélodie et Geneviève de Pleurer dans le douche. C'était une belle collaboration qui a abouti à un très, très beau show. Moi, j'ai très hâte. On a hâte de voir ça. Bon, Gino, est-ce qu'on peut le dire? Tu es également drag queen. On va te voir pendant la fierté? Alors, je te dirais que ma drague est de plus en plus discrète parce qu'au fur et à mesure que mon temps se limite, le sien également. Par contre, c'est sûr que je serai là pour soutenir tous mes amis artistes avec qui je connecte énormément. C'est sûr qu'elle sera un peu plus discrète, mais on la retrouvera à un autre moment. On peut souhaiter bonne fierté? Mais oui, on peut souhaiter bonne fierté. Merci. Merci beaucoup, Gino Montero, directeur général par intérim de Fierté Montréal. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Dans une lettre publiée à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, Francis Dupuis-Derry, qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, et 94 autres personnes dénoncent le sexisme, le masculinisme et l'homophobie et la transphobie qui sont en hausse dans les écoles primaires et secondaires du Québec. C'est aussi la conclusion d'un rapport de recherche marquant réalisé en partenariat avec la Fédération autonome de l'enseignement qu'a préparé Francis Dupuis-Derry et on le reçoit aujourd'hui. Merci d'être là aujourd'hui, Francis. Merci beaucoup, merci de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir. Rapidement, comment cette étude a-t-elle été effectuée? En fait, c'était quoi sa méthodologie?
Oui, donc c'est une recherche, comme tu viens de le mentionner, en partenariat. Donc, en fait, il y a toute une structure à l'Université du Québec à Montréal, puis au fédéral aussi au niveau des subventions pour faire des recherches avec la société civile. Donc, ça peut être soit les syndicats, groupes de femmes, groupes communautaires, LGBTQI+, autochtones, bon, bref. Là, c'était avec la Fédération autonome de l'enseignement. Et donc, on s'est assis ensemble pour voir comment on pouvait le mieux possible essayer de comprendre, de documenter, d'analyser des situations où des élèves, c'était principalement ça la question, là, les élèves qui expriment ou qui agissent de manière à traduire du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie. Et donc, on a décidé d'y aller par ce qu'on appelle en anglais des focus groups, donc des entretiens de groupe. Et puis, on s'est déplacé dans différentes régions où la FAE a des antennes. Et c'était donc sur une base volontaire, mais on disait, venez discuter pendant l'heure du midi, pendant 1h30, 2 heures, avec d'autres collègues de différentes écoles, de la thématique de sexisme, homophobie, transphobie. Donc, les enseignantes qui venaient avaient évidemment des expériences à nous partager. C'était ça l'objectif et la méthode. Wow! Et qu'est-ce qu'on a découvert? En fait, on a découvert et on a confirmé. C'est les deux choses. Donc, je veux juste préciser, là, parce que c'est important pour moi, là, moi, ça fait des années que je travaille sur l'antiféminisme, mais homophobie et transphobie, même si c'est connexe d'une certaine manière, il y a vraiment des collègues au Québec, puis je pense que c'est important de les nommer, là, qui travaillent là-dessus depuis vraiment longtemps à l'université. Évidemment, des groupes, des associations aussi, là, évidemment. Lynn Chamberlain, qui est une pionnière, Martin Blais, Gabriel Richard, bon. Et donc, ces collègues ont déjà fait des enquêtes, soit des enquêtes sur le gris, entre autres. Oui. Hein, on le sait, là, il y a une enquête très importante qui a été menée là, sur les perceptions et les opinions des élèves. Moi, c'était vraiment sur la traduction dans la réalité de ces opinions-là péjoratives envers les femmes, envers les membres de la diversité sexuelle et de genre. Et donc, en fait, ce qu'on a documenté, c'est des attaques verbales envers les enseignants-enseignantes, assez troublantes pour moi qui est enseignant, qui est professeur, je n'aimerais pas ça être à leur place, et des insultes, des mépris, de la négation de ce qu'elles enseignent, et après, bien évidemment, toute une palette, malheureusement, là, d'insultes, menaces, intimidations envers surtout les élèves de la diversité. Sans vouloir trop aller là-dedans, parce que je pense que les gens en entendent assez, mais juste quelques exemples de ce que les enseignantes reçoivent comme commentaires. Oui, alors c'est beaucoup les enseignantes femmes qui peuvent se dire féministes ou qui vont prendre l'occasion, par exemple, de la journée du 8 mars pour parler un peu des droits des femmes ou dans les cours sur la citoyenneté ou les cours d'histoire. Mais aussi, évidemment, il y a des enseignants-enseignantes qui ont fait leur coming out à l'école. Ou que les élèves pensent qu'ils sont des homosexuels, gays, lesbiennes ou non-binaires. Et donc là, pour les femmes, ils vont leur dire « Votre place n'est pas à l'école, votre place n'est pas d'avoir un emploi, ce serait de faire des bébés et d'être à la maison. C'est normal que les femmes soient payées moins que les hommes parce que les hommes ont des emplois plus prestigieux et importants. C'est correct de battre sa conjointe dans des couples hétérosexuels parce que de toute façon, les femmes aiment tellement l'argent que si vous êtes riche, elles vont rester avec vous. » Et puis, au niveau de l'homophobie, la biphobie aussi, et transphobie, là, il va y avoir des propos qui sont soit sur les médias sociaux, soit écrits en marge dans des travaux ou dit dans l'école que... Puis là, ça peut être très violent, ça peut être... les élèves disent « Moi, je veux que les gays meurent ou que les trans meurent ou les trans n'existent pas de toute façon. » Bon, bref, ce genre de propos vraiment décourageants. C'est violent. C'est violent. Et je précise, là, parce que c'est important, c'est souvent dit en classe. Donc, ça veut dire que les autres élèves sont aussi témoins de ça. Ils reçoivent cette violence-là, surtout s'ils sont concernés. Évidemment, on peut imaginer l'effet tout à fait dévastateur, en fait. Certains des critiques estiment que l'étude politise à l'extrême ce qui serait un comportement qu'on dit adolescent. Boys will be boys. Qu'est-ce qu'on répond à ça? On répond que oui, effectivement. Moi, je suis vieux maintenant, j'approche de la soixantaine et dans les années 70-80, quand moi j'étais à l'école, évidemment, il y avait des propos homophobes, transphobes moins évidemment, mais homophobes, on connaît les épithètes, les mots péjoratifs souvent pour se parler entre gars, hein, d'ailleurs. Mais en fait, ce qui est documenté, peut-être moins par mon étude, mais par d'autres études comme celle du GRI, des études de Martin Blais aussi qui ont travaillé sur ces questions-là, c'est un aspect plus décomplexé aujourd'hui qu'avant, quand même. Mm-hmm. Ça, c'est constaté par plusieurs enseignants-enseignantes. Et une aggravation, disons, ou
développement de plus en plus grand d'une masse de jeunes garçons. C'est surtout les garçons qui sont de plus en plus conservateurs et réfractaires à la diversité et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, ça a toujours existé, si on peut dire ça comme ça, mais ça semble plus problématique et plus explosif, si je peux utiliser ce terme-là, aujourd'hui dans nos écoles, et donc plus problématique. Je vais faire un commentaire personnel, mais pour quelqu'un qui a subi ce genre d'intimidation quand il était jeune, le fait que ça soit boys will be boys, puis c'est comme ça que c'est, ça ne rend pas la chose plus facile à vivre. Évidemment. Et c'est vraiment épouvantable vivre ça. Je ferme la parenthèse. Puis moi, en fait, j'utilise un terme qui est très précis quand on parle de minorité. Pour moi, ça relève de la persécution. On dit intimidation. Oui. Mais l'intimidation, évidemment, il peut y avoir des intimidations, entre guillemets, pas random, c'est pas le bon terme, là, mais là, quand vous êtes intimidé en raison, par exemple, de votre identité religieuse ou de votre identité de genre sexuel ou de votre genre, ben, c'est de la persécution. C'est quelque chose qui a un sens, la persécution, et c'est ça que moi, je vois. C'est peut-être un mot qu'on va devoir utiliser ou mettre plus dans notre vocabulaire quand on parle de ces sujets-là. Dans l'enquête, on identifie le genre masculin, on vient de le dire, comme étant la catégorie la plus problématique. On pointe du doigt des sous-groupes précis, joueurs de hockey, par exemple. Pourquoi? Pourquoi on pointe pourquoi ça semble venir de là plus ça semble? Alors, je reviens aux études, d'autres études de victimisation, mais aussi au niveau des préjugés et des préjudices, qui ont montré qu'il peut y avoir aussi des filles dans nos écoles qui sont homophobes et transphobes. Oui. Même misogynes, on appelle ça la misogynie intégrée entre elles, mais c'est quand c'est le temps de l'exprimer publiquement et d'affronter son enseignante ou de persécuter ses camarades. Là, effectivement, mon enquête, ce qu'elle révèle, c'est que c'est presque toujours des garçons. Les filles peuvent être complices d'une certaine manière, mais c'est presque toujours les garçons. Et les garçons, en faisant ça, on a l'impression qu'ils viennent affirmer d'une certaine manière, de façon fière, une sorte de masculinité hétérosexuelle. Ouais. Et je suis pas le seul à le dire, c'est un phénomène bien connu. Il n'y a pas de meilleure manière pour un jeune hétérosexuel de prouver qu'il est hétérosexuel que de malmener un jeune avec des propos homophobes. Ça veut dire, moi, je suis hétéro puisque je suis en train de faire preuve d'homophobie. Il y a un peu la même chose avec la maltraitance envers les filles. Il y a des garçons qui pensent qu'être un vrai gars, c'est d'être dominant envers les femmes aussi. Et donc, en fait, quand ils font ça, les garçons, ces garçons-là, pas tous les garçons, évidemment, pas tous les garçons hétéros, mais ces garçons hétéros, ils sont dans une dynamique d'affirmation de soi. Ils pensent qu'ils vont être plus populaires, plus respectés par leur père, et c'est d'autant plus décourageant. On dit qu'il y a comme une recrudescence de ce genre de comportement, puis on pointe du doigt des adeptes de l'influenceur états-unien Andrew Tate. Comment on explique l'immense pouvoir d'attraction de ces figures de la manosphère sur les adolescents québécois? Ben oui, parce que c'est un anglophone en plus. Ouais. Il y en a d'autres en France. Il y en a, pour les personnes qui suivent un peu ce qui se passe en France, il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup plus qu'au Québec. Mais oui, Andrew Tate traverse la barrière linguistique et vient rejoindre les jeunes francophones dans nos écoles, les écoles publiques. Andrew Tate est tellement influent qu'il y a eu plusieurs sondages et enquêtes qui ont été menés dans les dernières années. Donc, c'est pas juste moi qui a observé ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'une grande majorité de garçons, par curiosité, sont allés voir de son matériel. Ça ne veut pas dire, si vous avez un garçon autour de vous qui consulte du Andrew Tate, qu'il est automatiquement un adepte. Il y en a même qui le trouvent ridicule et qui en font des memes pour le ridiculiser. Mais oui, c'est parce que lui, il offre un combo magnifique pour ces jeunes garçons. Il leur promet de devenir millionnaire, alors qu'évidemment, c'est lui qui devient millionnaire comme ça, mais il leur promet de faire de l'argent facilement, d'avoir des voitures de luxe, jet privé, filles en bikini, armes à feu et de la musculation et de la sexualité hétérosexuelle presque à volonté. Donc, vous voyez un peu le genre d'arnaque qu'il propose. Et à travers tout ça, il y a des commentaires extrêmement brutaux envers les minorités, envers les femmes. Et je pense qu'il faut le souligner, là, il y a une 50aine de plaintes pour violences sexuelles qui sont déposées contre lui devant les tribunaux en Roumanie, en Grande-Bretagne et, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Tout un personnage. On le sait, dans notre société, il y a beaucoup de débats là-dessus. Quels sont les facteurs religieux ou culturels, s'il y en a? Est-ce que ça joue dans cette situation-là? Oui, alors là, comme on a dit tout à l'heure, dans mon enquête, on voit que les expressions de ce que j'appelle les attaques, c'est surtout le fait de garçons hétéros, mais là-dedans, on a identifié d'autres sous-catégories
Et donc, évidemment, au Québec, on ne pouvait pas, quand on a réuni des enseignants-enseignantes autour d'une table pour discuter de ça, on ne pouvait pas éviter la délicate question de l'islam, mais on le sait que depuis une vingtaine d'années, l'islam est brandi là, comme la source de tous les problèmes d'intolérance. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, il y a des enseignants-enseignantes qui sont dans des écoles où il y a beaucoup d'élèves musulmans qui disent, moi, j'ai des élèves musulmans qui font référence à la religion pour te justifier des propos sexistes ou homophobes, par exemple. Donc, ça existe. J'ai des enseignants aussi qui m'ont dit, entre élèves musulmans, ça s'obstine sur leur interprétation de l'islam. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur ces interprétations, disons, plus intolérantes. Mm-hmm. Dans chaque religion, il y a des interprétations plus ou moins tolérantes. On sait, par exemple, dans les branches protestantes, il y a beaucoup d'acceptation, par exemple, de la diversité de genre et sexuelle. C'est beaucoup moins le cas chez les catholiques. Donc, ça, c'est des questions d'interprétation. Je ne suis pas théologien. Mais ce qu'on a vu en se déplaçant dans différentes régions et en mettant autour de la table des enseignants-enseignantes qui étaient dans différentes écoles, c'est qu'il y a eu des dialogues entre les enseignants qui disaient moi, ce que tu remarques dans ton école et que tu associes à des élèves musulmans, moi, je vis la même chose. Mais ce sont des élèves qui ne sont pas musulmans, qui sont probablement athées, on va les appeler des blancs francophones, mais qui sont tout aussi sexistes ou homophobes, sauf évidemment pas en référence avec la religion, mais en référence avec des pseudo-théories biologiques sur les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes depuis la nuit des temps, l'âge des cavernes et des choses comme ça. J'aimerais terminer. Là, donc, ce rapport a été rendu public. Qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce que les gouvernements ou qu'est-ce qu'en fait les profs peuvent faire avec ça? Il nous reste à peu près une minute, là. Oui, à la fin du document qu'on peut trouver en ligne, là, il y a une série de suggestions de bonnes pratiques. Et puis, il y a aussi un livre, là, L'école champ de bataille, qui va sortir aux éditions Luxe à la fin de l'été. Où en fait, je m'inspire de cette recherche-là, je reprends des éléments, mais j'élargis aussi la perspective. Et là aussi, en conclusion, on présente des bonnes pratiques. Donc ça se trouve, si vous cherchez bonnes pratiques, oui. Enseignement inclusif, par exemple, ou diversité, ou non sexiste sur le web, vous allez trouver beaucoup de documents produits par les syndicats, par les associations LGBTQI+, même des fois par les gouvernements, par les syndicats. Alors, on va lire ce livre, on va l'attendre, on va le lire. On va certainement te réinviter, Francis Dupuy-Derry, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment gentil de me recevoir. Merci. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Après la pause, on va parler de l'identité de genre expliquée aux enfants et on va aussi parler de Vieux Fou. Ben oui, un film, un documentaire sur une personne de nos communautés qui s'appelle Tigidou. Vous allez le rencontrer. À tout de suite. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Nous recevons aujourd'hui deux experts dont les travaux allient rigueur académique et sensibilité humaine pour aborder un sujet essentiel, l'identité de genre chez les jeunes. Annie Poulin-Sans-Façon, vous êtes professeure titulaire de l'École de travail social à l'Université de Montréal. Allô Annie, bienvenue à l'émission. Oh, Samuel Champagne, tu détiens un doctorat en littérature et tu te spécialises en études LGBT et tu as publié de nombreuses œuvres explorant la diversité. Bienvenue à l'émission, Samuel. Ensemble, vous avez signé un album qui s'intitule « L'identité de genre racontée aux enfants ». Le livre suit l'histoire de Madeleine, une jeune fille qui voit sa grande sœur devenir son frère Alexis. Pourquoi raconter cette transition à travers les yeux de la fratrie plutôt que par le prisme du parent ou de l'enfant trans? Oui, en fait, la prémisse derrière ce choix-là, c'était de un, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes lectrices qui ne seront pas trans nécessairement.
Et puis souvent, la difficulté, c'est de comprendre comment la personne se sent, de voir comment est-ce que on doit réagir. C'est l'autre, finalement, souvent qui a beaucoup de questions. Et c'est ça qui amène beaucoup de préjugés, des fois d'idées préconçues et puis tout ça. Donc, avec Madeleine, le vecteur, c'était qu'elle pouvait poser ces questions-là, justement, puis qu'on pouvait avoir une réponse dans un texte de fiction. Donc, on a quand même le point de vue de son grand frère, finalement, mais on est quand même capable aussi d'avoir la perspective de l'enfant et la perspective des parents en même temps. Fait que c'était plus facile d'avoir ces trois angles-là dans l'histoire, finalement, que si on s'était plus concentré sur le personnage trans. Surtout qu'il était plus vieux, étant donné l'accès possible, étant donné qu'il était plus vieux, justement, à certains soins. Donc, c'est plus facile. Madeleine ressent une certaine tristesse face au changement de son frère, notamment parce qu'il semble moins disponible pour elle. Alors, juste la question aux deux, là, comment vous travaillez tous les deux cet équilibre entre la validation des émotions de l'entourage et l'affirmation d'identité d'Alexis? En fait, peut-être que je dirais comment on a travaillé la rédaction du livre, parce que je pense que ça l'explique un peu pourquoi on est en arrivé à ce qu'on a ici. C'est que, Samuel, c'est le créateur de l'histoire, mais on a fait beaucoup d'allers-retours. En fait, c'est que Samuel écrivait une histoire qui lui parlait, qu'il avait envie de mettre de l'avant, puis il m'envoyait en fait une première version de ça, puis là je regardais, puis j'essayais de nourrir certains petits bouts par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait amener avec des recherches, avec des informations scientifiques. Fait qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours comme ça. Maintenant, tu sais, comment on a fait pour trouver cet équilibre-là? Je pense qu'il s'est trouvé un peu naturellement avec ce processus-là. Je ne sais pas si tu es d'accord, Samuel? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que ce qui est important de dire, c'est que le livre, oui, il y a une partie fiction, mais il y a une partie aussi accompagnement, dans laquelle Annie donne plusieurs trucs, plusieurs pistes de réflexion, d'approche et puis tout ça là, qui sont basées sur des années et des années de recherche. Donc, c'était quand même intéressant de voir comment les deux parties vont se nourrir, justement. Fait que c'est un peu le même principe. C'est un peu comme un écho de la tristesse un peu du personnage qui veut supporter son grand frère, finalement, mais qui a quand même de la difficulté. Donc, comment est-ce qu'on fait cheminer ces deux parties-là, autant à l'intérieur du livre qu'à l'intérieur d'un processus, parce que la personne qui fait une transition ne le fait pas nécessairement en vase clos. Ouais. Elle va le faire en société avec d'autres personnes autour. Fait que comment est-ce qu'on peut accompagner tout ce monde-là finalement ensemble? C'était vraiment l'objectif ici, là, d'avoir plusieurs voix qui vont se répondre, puis essayer de trouver des réponses satisfaisantes pour à peu près tout le monde là, dans ce processus-là. Annie, c'est pas toi qui avais déjà dit, quand une personne fait une transition, souvent c'est toute la famille qui la fait aussi? Oui, ben c'est ça sort en fait de groupe avec des parents. C'est un parent qui participait, qui mentionnait ça, puis qui essayait d'expliquer comment elle, quand elle avait commencé à accompagner son enfant, ben oui, il y a le coming out de l'enfant, puis bon, tu l'acceptes, puis tu chemines avec l'enfant, mais après ça, tu te rends dans une activité sociale ou dans la famille élargie, et les gens commencent à te poser des questions sur comment va ta fille. Et tu n'as plus de fille, tu as toujours eu un garçon, tu ne le savais pas, mais bon, tout ça pour dire que finalement, tu dois toujours faire une espèce de coming out, puis après ça amène plusieurs enjeux éthiques. Comment tu le fais? Est-ce que tu veux parler de cette identité-là? Est-ce que la personne se sent à l'aise? Oui, il y a toujours cette question de naviguer l'expérience public après que la jeune personne ait fait un coming out à ses parents. Quelque part, moi, Madeleine, elle n'est pas contre la transition, c'est qu'elle ne veut pas perdre la personne qu'elle aime. Et ça, je trouve ça beau dans cette approche. Oui. C'est comment, Annie, c'est le deuil ambigu, finalement. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'expérience de deuil ambigu. On le voit aussi au niveau des parents qui ont l'impression qu'ils perdent leur enfant ou qui vont parfois parler d'un deuil. Puis là, on explique aux parents, votre enfant est encore là. Ouais. Donc, c'est qu'on a l'impression que la personne qu'on s'était imaginée ne sera plus, qu'en fait, la personne est là. Fait que ça donne une espèce d'expérience de deuil qui est ambigu. Puis pour aider la personne à passer à travers ça, c'est vraiment important de lui faire prendre confiance, justement,
du fait que la personne est toujours là, puis il faut apprendre en fait à la connaître autrement. Puis interagir autrement peut-être avec elle, mais que la personne demeure, et puis se recentrer justement sur cette relation qui est encore là et qui est précieuse. Annie, je reste avec toi. Selon tes recherches, quels sont les principaux défis auxquels les familles font face lors de ces premières discussions là, sur le genre? Quand un des enfants dit, écoute, je m'identifie pas nécessairement avec le genre qui m'a été assigné à la naissance. Oui, bien souvent, c'est assez rare en fait que les parents vont tout de suite ouvrir leurs bras et dire « Ah, je l'ai toujours su ». Ça arrive, là, parce qu'il y a des jeunes, des fois, qui vont le montrer très tôt dans leur vie, mais la plupart des parents vont passer par une période de soit choc, d'incrédulité, ils ne seront pas certains, en fait, ils ne vont pas croire peut-être aussi la personne, ils vont dire « Voyons, c'est une phase, on ne savait pas, on ne s'attendait pas à ça ». Donc, souvent, il va y avoir beaucoup de surprises et puis c'est pas toujours positif. Parfois, les parents vont avoir besoin de prendre un petit recul pour être capable de mieux avancer. Ça, c'est souvent ce qui arrive au départ. Puis ce qu'on voit, c'est qu'à mesure que le parent commence à accepter puis réaliser que c'est là pour rester, cette situation-là, mais on voit aussi que l'enfant va commencer à se sentir de plus en plus confortable avec justement l'idée que maintenant la famille comprend puis est là pour soutenir. Évidemment, pas toutes les familles sont là puis qui comprennent et qui soutiennent. Ça se peut qu'il y ait aussi des conflits de couple parentaux. Des fois, ça peut être une partie de la famille qui va accepter ou non. Mais ce qu'on voit, c'est que souvent, ça va commencer par une question de choc et ça prend du temps. L'enfant va souvent être soulagé au moment du coming out, mais les parents vont souvent vivre des situations un petit peu plus difficiles jusqu'à temps qu'eux arrivent vers l'acceptation de leur enfant. Samuel, tu utilises le terme coming in, mais ça, c'est plus dans ton autre livre qui s'appelle Sans tabou, le tome 2. Tu parles de coming in. Qu'est-ce que tu faisais par là? Oui, en fait, on parle souvent de sortir du placard, finalement. Et on dit, bon, on fait mon coming out, je sors du placard, mais pour sortir de quelque part, il faut qu'on soit entré. Puis on sait que, le placard, c'est pas un objet réel là, qui a été construit littéralement autour de nous, mais c'est plus métaphorique, mais sortir de cet espace-là où est-ce qu'on a réalisé notre orientation sexuelle différente, notre identité de genre différente, ça fonctionne aussi. C'est ça finalement le coming in, c'est un espace qui souvent on va passer peut-être plusieurs années à l'intérieur de ça. Ça va être un espace de questionnement, un espace de réévaluation de tout ce qu'on a fait. Ah, j'aurais-tu dû le savoir avant? Ah, ça c'était un indice, ceci, cela. Avant souvent de passer un peu au coming out, de dire bon, ok, je suis prêt à en parler à d'autres. Fait que le coming in, c'est vraiment tout ce qui précède la prise de parole. La prise de parole, puis parfois aussi les décisions qu'on va faire, là, surtout si on parle de questions d'identité de genre, les décisions qu'on va faire par rapport à notre transition, puis tout ça. Fait que il y a vraiment tout cet espace-là qui est quand même très, très important et dont on parle pas de temps, parce que ça se fait souvent... encore là, comme je disais, sans parler, donc sans utiliser sa voix, ça se fait de manière solitaire, ça se fait de manière souvent très, très dans le psychologique et puis tout ça. Moi, je trouvais que c'était important de c'est intéressant. Je trouve que vos deux livres sont complémentaires finalement parce que, oui, on parle d'expliquer la transition de genre aux enfants, mais dans ton livre, tu parles aussi d'orientation sexuelle, mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles de ce moment avant qu'on arrive au coming out. Puis je trouve que puis il y a des personnages qui vivent cette transition vers qui sont des personnes trans là, dans ton livre. Je trouve ça intéressant. Il me semble que ça se complète. Je sais pas, Annie, tu as lu les deux aussi. J'imagine que ça te donne la même impression. Oui, puis j'ai aussi le plaisir de collaborer avec Samuel sur d'autres aspects parce que Samuel travaille avec nous aussi à la chaire. Donc, on peut voir en fait comment tout ça se chevauche parfois. Puis, tu sais, on le voit aussi avec les travaux sur la détransition. On le voit de plus en plus clairement aussi comment parfois des jeunes pourraient, en fait, avoir des questionnements par rapport à leur orientation sexuelle, puis après ça, tu sais, se questionner par rapport à leur identité de genre, vice-versa. Donc, alors que ce sont deux dimensions qui sont complètement différentes, là, je suis pas en train de dire que l'identité de genre et l'orientation sexuelle, c'est la même chose. Ben, quand on développe son identité de genre et puis qu'on découvre son orientation sexuelle, on est en relation avec l'autre. Ouais. Donc, c'est possible que si on change, tu sais, si nous, on est en train d'évoluer dans notre être, ben, ça se peut que aussi nos réflexions sur comment on est en relation avec l'autre va évoluer également. Donc, il y a certainement
des liens. Puis par rapport au coming in et du coming out, je pense qu'on le voit bien là, en termes d'identité de genre chez les jeunes. Je pose une dernière question à tous les deux. Le rôle de la fiction pour combattre un peu là, moi je pourrais dire, ce monde un peu a fait beaucoup intolérant vis-à-vis notamment les personnes trans. Le rôle de la fiction, c'est important, c'est important pour aider à faire avancer les choses? Moi, oui. Moi, c'est sûr qu'il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Je veux dire, je fais maîtrise, doctorat et post-doctorat en recherche-création parce que je trouvais que l'aspect recherche était super important, primordial, même dans le sens où est-ce que, faut savoir un peu comment les choses fonctionnent, parler avec des gens qui le vivent directement et puis tout ça. Mais d'un autre côté, il y a toute la fiction qui va toucher aussi beaucoup des personnes qui ne le vivent pas directement. Et c'est sans risque pour ces personnes-là. Quelqu'un qui se questionne, pas nécessairement par rapport à son identité de genre, mais qui comprend pas, il y a des doutes. Puis prendre un livre qui traite de ces questionnements-là, c'est totalement sans risque. Il va être capable de rentrer dans la psychologie de quelqu'un qui va lui raconter probablement beaucoup plus qu'une entrevue pourrait faire, d'une manière beaucoup plus ludique, parfois aussi dans un univers qui pourrait se passer chez son voisin. Donc, dans la même école, ils font les mêmes choses, voir que cette personne-là, elle n'aime pas les mathématiques, elle se chicane avec son frère, elle a oublié son lunch, de voir qu'il y a tellement de liens qui peuvent être faits entre différents types de personnes, pas seulement les personnes de la diversité de genre et les personnes cisgenres, mais n'importe quel type de personne. La littérature, ça a cet immense pouvoir-là que c'est un peu pour ça que je continue à écrire sans arrêt. Puis et je suis vraiment content qu'on ait pu faire ce livre-là avec Annie. Je te donne un dernier mot, Annie. Oui. Mais je dirais ça va chercher l'empathie. Oui. La fiction, c'est l'empathie. Tu sais, la recherche, ça va. Moi, je me suis toujours. Même il y avait quelqu'un qui avait écrit ça, que je suis armée de mes données probantes. Tu sais, mais les données probantes, ils vont pas nécessairement aller chercher justement les émotions, le cœur de la personne. Fait que c'est important d'avoir ces données-là, mais c'est aussi important d'être capable d'amener la personne à s'ouvrir l'esprit. En tout cas, écouter ces données-là, puis je pense que c'est ce que ce genre de livre-là permet de faire, en fait, de combiner cet aspect d'empathie avec des faits aussi qui viennent comme renforcer tout ce qu'on dit. En tout cas, je viens d'interviewer 2 personnes de cœur, même s'il y en a une qui est beaucoup dans ses données probantes, comme elle dit. Merci beaucoup, Annie Poulin Sans Façon et Samuel Champagne. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. L'âge n'éteint pas la flamme de la création et notre invité d'aujourd'hui en est la preuve vivante. Nous recevons Guy Tremblay, ou Guy T. Tremblay, alias Tigidou, artiste de 85 ans, au parcours profondément typique, ainsi que le réalisateur Pascal Chaumont qui lui consacre un documentaire touchant et inspirant. Puis j'adore le titre, Vieux fou. Bonjour à tous les deux. Ça correspond bien, hein, Vieux fou, tu me connais. Moi, je te connais, oui. La dernière fois qu'on s'est parlé, en 2011, pour un documentaire sur la face cachée des danseurs nus. Oui, on va y arriver à ça, parce que Guy Tremblay, lui, il connaît ça, les danseurs nus. Alors, t'as 85 ans. Oui, ça n'a pas de bon sens. Je ne me rappelle pas que tu avais cet âge-là. Oui. Hein? Et que voulez-vous? Oui. Tu fais encore du stand-up. Tu es toujours en pleine création. Ça te vient d'où, cette énergie-là? Je pense que c'est... Dans ta tête, tout ça se passe dans ta tête. Ouais. Si tu veux être heureux, sois heureux. Et arrange-toi pour qu'autour de toi, il y a des personnes qui te rendent heureuse aussi. Alors, moi, j'ai toujours été enveloppé. Je dis bien enveloppé de personnes qui sont positives. Oui. C'est ça l'importance. Et ça, s'ils sont positifs, ça t'amène la lumière. Et moi, je deviens comme un flambeau ou encore un phare qui diffuse le bonheur. Wow! Pascal, qu'est-ce qui t'a donné envie de braquer la caméra sur le parcours de vie beaucoup atypique de Tigidou? Ouais, définitivement. Ça fait longtemps qu'on se connaît, moi puis Guy. Ça fait comme un bon 15-16 ans. Puis on a fait 16 ans, mais on dit t'avais quoi? T'avais 10 ans à l'époque? Non, j'ai 36 maintenant. S'il vous plaît. Et ce n'est pas dans un bar de danseurs que j'ai connu Guy, c'est...
Mais c'est pas que le parcours de Tigidou, oui, a été impliqué dans la communauté gay, mais ça reste que c'est un acteur qui a fait plein de projets, puis plein de projets avec Production Chaumont, qu'on l'a engagé souvent dans plein de projets. Il y a toujours eu cette folie-là, puis si on avait un projet où on avait besoin d'un vieux fou, ben on l'avait, on savait qu'on pouvait compter sur lui. Fait que ça faisait du sens. Ce titre vieux fou était parfaitement aligné avec toute sa folie créative qui l'ont suivi dans tout son parcours. Remarque, oui, il dit bien, mais folie. Mais c'est qu'autour de moi, il y a des gens aussi qui m'encouragent à être fou. On voit ça. En fait, dans le documentaire, il y a des choses que je ne connaissais pas de toi, Tigidou, que tu avais fait de la télévision. Tu sais, c'était une époque où moi, je n'habitais pas au Québec, j'habitais à l'extérieur, fait que j'ai pas vu ça, que tu avais fait plein d'émissions à Radio-Canada. Oui, animateur de foule. Oui, et puis... J'ai fait ça pendant 10 ans. Toutes des clowneries que tu as fait, vraiment, là. Ouais. Ben, en fait, je vais revenir parce que l'émission ici est une émission où on parle des réalités LGBT. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que tu as quand même été une figure très connue du milieu LGBT. Notamment, allons-y, pendant 20 ans, tu as été directeur d'un bar de danseurs. C'est quoi que tu gardes comme souvenir de cette époque-là? D'abord, pour moi, ça a été une double vie. Oui. Et c'était un hasard. Double vie dans quel sens? Dans le sens que... pas beaucoup de monde savait que de nuit, je travaillais. Parce que j'étais professeur d'art. De jour, tu travaillais, puis de soir, à 8 heures, j'étais sur le patin, moi, là, en route pour l'école. Ouais. Et j'enseignais jusqu'à 4 heures. T'enseignais quoi? J'enseignais en art plastique, puis initiation au théâtre. Ouais. Et je continuais mon théâtre le soir avec les danseurs. Est-ce que tes sœurs le savaient que tu travaillais dans les bars de danseurs? Pas du tout. Mais la surprise, c'est que, faut faire une petite anecdote très courte, c'est qu'à un moment donné, je suis sur scène, j'anime, et en face, la première table en avant, j'ai le directeur adjoint de mon école qui est là. Oh God! Au bar de danseurs? Moi, j'étais très à l'aise. Mais lui, non. Chez nous. Mais lui, il y a eu comme un petit malaise, mais c'est adorable, c'est formidable. Et par la suite... il venait régulièrement, mais moi, ce que je disais, ceux qui viennent dans mon club, dans mes clubs, c'est-à-dire c'est les clubs que je gérais, passer la porte, bouche cousue. Puis, je vais quand même dire des choses qui sont importantes. Dans le documentaire, on apprend aussi que tu gérais les danseurs, puis c'était pas de drogue, pas d'alcool, puis tu te tiens les fesses serrées, sinon tu danseras plus ici. Lors des auditions, oui, lors des auditions, j'avais une page de à peu près une quinzaine de règlements. Et rapidement, on faisait le tour des règlements, puis je disais, tu signes ça? Sinon, si c'est pas signé, je t'engage pas. Pas de drogue, pas de tatou, pas de barbe dans le temps-là. Dans le temps, les gens n'aimaient pas les barbes, oui. Oui, parce que c'était une spécialité au Tabou ou au David. Ouais. Il était plus fragile. Ouais. C'était pas les 2,81, puis le stock, puis le campus. Mais tu avais des règles, et puis moi, j'ai même vu dans le documentaire des jeunes qui disaient que tu les as aidés. Ben oui. Juste en passant, il y a un jeune qui est passé pour prendre un verre d'eau. Et il a passé l'audition, forcément, parce que les clients, ce que j'appelle des dinosaures, ils l'ont vu? Ils l'ont vu danser sur scène, puis il a fait 800 piastres dans la soirée. Oh! Et attention, il est venu me voir après, il dit, il me montre l'argent. C'est en quelle année, ça? C'est en quelle année, ça? En 1984, des années 80. Alors, il a ce montant-là dans les mains, puis il dit, combien je vous dois, monsieur le gérant? Ben, j'ai dit, c'est à toi, ce rang-là, c'est toi qui l'as gagné. Et là, il m'a dit, merci beaucoup. J'ai passé pour prendre un verre d'eau dans ton club pour aller sur le pont me suicider. Wow! Hein? C'est une belle anecdote. On apprend aussi que ton enfance, ça n'a pas été facile? L'enfance, oui, 12 ans, rapidement. 12 ans, baigné dans l'eau bénite. Les images, les statues. Tu arrives dans une chapelle, puis il y a une vingtaine de statues. C'est populaire, les statues dans les églises dans le temps. Là, on ne les voit plus, les saints ont pris le bord. Mais une enfance où j'ai manqué de lecture. Moi, j'adore lire. Et ça a été donc une enfance de 12 ans bénite, parce qu'on est entouré de sœurs, de Monseigneur,
Et... Mais tu n'avais pas de papa puis de maman à cette époque-là, là? Tu étais adopté, mon toi? père était parti, lui. Il a sacré le camp. Puis c'est pas un violeur, mais c'est un violent. Oui. Il battait ma mère, puis il battait mes sœurs. Alors, ma mère a décidé de nous mettre au pensionnat, c'est-à-dire à l'orphelinat de Chicoutimi. Alors là, j'ai vécu pendant 12 ans. Et c'est quand j'ai été... ma mère me gardait chez elle. Au bout de 12 ans, elle ne garde plus. Ouais. Alors, ma mère me garde chez elle. Et c'est là que je découvre le monde. Et c'est là que le monde te découvre aussi, je Tu t'es jamais plaint de ton passé? Non. Tu te plains pas, toi, dans la vie, hein? Moi, je me dis, ça faisait partie du forfait de ma vie. Pascal, je vais aller vers toi parce que le film traite de vieillissement et du rapport à la fin de vie. C'est quand même des sujets touchy. Puis tu apportes ça avec beaucoup de lucidité et puis l'humour de Guy. Comment tu fais? Mais c'est facile avec l'humour. Avec Guy, en fait, ce qui était plus dur, c'était d'aller dans les zones... parce que dans les zones plus tristes, parce que ça reste que Tigidou, c'est quelqu'un... En tout cas, moi, je l'ai toujours connu de cette facette-là. Mais il n'y a rien qui l'affecte pas positivement. Le cancer, c'est pas grave. Il le prend en souriant presque. Fait que d'aller dans ces zones-là, il y a des zones même que Aline a pris un verre avec Tigidou avant l'entrevue pour faire comme... Aline, on parle de la productrice, là, oui. Aline, qui est la productrice qui a fait l'entrevue avec Tigidou, qui connaît bien Tigidou aussi. On l'a connu en même temps, puis qui est ma conjointe également, mais... qu'on a pris ce temps-là pour dire hey, on va aller dans certaines zones, justement, l'homosexualité, parce que c'est quelque chose que Guy n'a jamais abordé. Il voulait pas. Sur le coup, quand Aline a dit j'aimerais ça te poser une question, de t'en parler. Il dit non, pas besoin d'aller là. Puis on pose la question même à ses sœurs, puis les deux répondent. Ils disent, lui, il dit on n'a jamais parlé. Ils m'ont jamais posé de questions. Puis de sa sœur de l'autre côté, on l'a toujours su, mais il m'en a jamais parlé. Pourquoi pas en parler? Moi, je trouvais pas ça important que j'en parle. Ça te définissait pas, tu parce disais. Que moi, sorti du garde-robe, comme je l'ai dit dans le documentaire, j'avais pas de garde-robe quand j'étais enfant. Alors... pas que ça le définissait pas, mais que ça te... Pour moi, c'est ça. Comme je le mentionne, je l'ai mentionné d'ailleurs, moi, je ne trouvais pas ça important. Il y en a tellement qui sortent du garde-robe. Pourquoi qu'une personne insiste-t-elle autant à savoir de quel côté que tu es, quel sexe que tu pratiques? Ouais. Moi, je ne trouvais pas ça important. C'était bien secondaire. Mais ma vie n'a pas été... j'en parlais pour ça. Ma vie a été très belle, puis j'étais très à l'aise avec ça, puis ma famille était très, très, très à l'aise avec ça aussi. Il reste 3 minutes, Guy, puis c'est délicat ce que je vais te poser comme question. Oui. Mais t'as atteint un certain âge, 85. Oui. Pas tuable. Oui. Tu as quand même... tu vis avec certains handicaps, une déficience auditive. Oui, ça commençait par là. Après, ça a été cancer de la gorge. Ouais. Après ça, cancer de peau. Ouais. Et après ça, les plaquettes trop basses. Il est tombé à 2 sur 150, là, disons. Ouais. Et le médecin m'a dit, mais vous êtes encore debout devant moi, M. Tremblay. Vos plaquettes sont à 2. Et j'ai dit, vous aussi, vous êtes debout devant moi. Et vos plaquettes sont à combien? C'est étonnant, c'est vrai. Non, ouais. Sérieusement, même ton cancer est revenu. Oui, alors j'étais en rémission. Celui-là de la gorge, c'est réglé. Ouais. La peau, c'est finalement réglé. Et là, il reste de la chimio que je poursuis possiblement encore toute ma vie. Toute ta vie. Oui, mais c'est 5 jours dans le mois. Wow. À cause de ma moelle épinière. Ma moelle épinière, elle n'est pas, pas tout à fait en forme. Mais c'est incroyable, il y a eu un traitement de chimio ce matin, puis là, il est là aujourd'hui. Oui, oui. Comment tu envisages ta fin de vie? Ben moi, j'aimerais passer encore à travers des projets j'ai d'autres projets qui s'en viennent. Ah oui? Parce que, peut-être pas comme peintre, parce que j'ai fait beaucoup d'expositions, mais j'ai d'autres petits projets, surprises qui s'en viennent, et je compte les réaliser. Parce que moi, dans ma tête, c'est de croire toujours
dans ce que tu fais. Si tu le crois, tu défonces des barrières. Il me disait l'autre jour, tout ce qui est après le documentaire, c'est maintenant du bonus. Fait que On va en profiter pleinement. Pascal, à qui s'adresse ce documentaire et comment on peut le voir? Il s'adresse à tous, dans le sens que je pense qu'il y a une belle leçon de vie. C'est multicolore, multifacette, ce documentaire-là, mais il y a plein de beaux messages. C'est très porteur, puis je pense que les gens sont quand même assez touchés. Il est en ligne, hein? Oui, jusqu'au 12 juin, fait que vous avez encore 2 semaines à peu près pour le voir sur vieuxfou.com. Oui. Donc, c'est la chance de le voir, puis allez donner vos commentaires aussi à Guy par la suite. Puis par la suite, il y aura d'autres projections, j'imagine, là, c'est à voir. Oui, il va se promener un peu avec Guy. On va aller au Saguenay, parce que c'est mon coin. Alors, possiblement, mes projections au mois de juillet au Saguenay, au Centre culturel à Jonquière, par exemple. En tout cas, on est en train de planifier ça, là. Mais c'est le temps de le voir maintenant parce qu'il est en ligne sur vieuxfou.com. Bon, j'ai juste le temps de vous remercier, Pascal Chaumont, réalisateur. Moi aussi, je vous remercie, mon cher Denis. Et mon cher Guy Tremblay, mon vieux fou préféré. J'adore. On est vraiment contents et je rappelle donc qu'on peut voir ce documentaire sur vieuxfou.com. Merci beaucoup tout le monde. Good. Bye-bye. Vieuxfou.com. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. L'heure où l'arc-en-ciel se lève tire déjà sa révérence pour aujourd'hui et aussi termine cette magnifique saison. En votre compagnie, un immense merci à nos invités, Higino Montero, Francis Dupuy-Derry, Annie Poulin sans façon, Samuel Champagne, Pascal Chaumont, Guy Tremblay. Pour écouter les segments de cette émission et balado, revoir nos archives, visitez le site internet de Canalem et vous pouvez me suivre moi-même, Denis Martin Chabot, sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur. Parce que oui, je suis auteur, je publie un nouveau livre, vous allez voir ça cette année. Et LinkedIn, @Denis-Martin-Chabot. Puis je veux saluer chaleureusement le travail exceptionnel de toute l'équipe avec moi, à la recherche Godéric Trobe et à la régie Mathieu Tessier. Encore à nouveau, Denis Martin Chabot ici à la réalisation et à l'animation. Je vous souhaite tout le monde un excellent été rempli de diversité et de moments lumineux. Prenez soin de vous et en septembre.